Quelles sont les différences entre les hommes et les femmes? La première chose que l'on peut observer est que les différences entre les garçons et les filles prépubères ne sont pas très importantes. Par exemple, les garçons et les filles ne diffèrent pas en termes de neuroticisme, la tendance à ressentir des émotions négatives, de l'anxiété. Mais ce qui se passe, c'est que quand la puberté commence, ce trait de personnalité, neuroticisme, augmente chez les femmes et reste plus élevé que celui des hommes pour le reste de leur vie. Et cela se reflète dans les différents types de psychopathologies qui assaillent les deux sexes. Les hommes, par exemple, sont surreprésentés dans l'alcoolisme, la toxicomanie, la personnalité antisociale et toute une série de troubles de l'apprentissage, ainsi que dans les troubles déficitaires de l'attention, tandis que les femmes sont surreprésentées dans la dépression et l'anxiété principalement. Alors c'est intéressant parce que quand vous regardez des courbes de distribution en neuroticisme, bien sûr, la courbe des hommes se chevauche beaucoup avec la courbe des femmes. Cela veut dire que nous sommes en général assez similaires, mais la courbe de distribution des femmes étant légèrement sur la droite, plus forte en neuroticisme, alors quand vous regardez dans l'extrémité de cette courbe, vous ne trouvez que des femmes, ou presque que des femmes, parmi les personnes extrêmement anxieuses. C'est très intéressant parce que ce type de courbe explique aussi pourquoi il n'y a que des hommes en prison. Même si les courbes de distribution de violence ne sont pas si différentes entre hommes et femmes, dans les extrêmes de violence, il n'y a que des hommes. Bref, retournons au neuroticisme. Essayons de comprendre pourquoi ce trait de personnalité est plus présent chez les femmes. Eh bien, c'est sûrement à cause de certaines différences fondamentales entre les hommes et les femmes. Tout d'abord, la différence de taille, qui apparaît entre les hommes et les femmes à la puberté. Parce qu'avant cela, les garçons et les filles ont à peu près la même taille et à peu près la même force physique. Mais les hommes deviennent plus grands à la puberté lorsque la testostérone entre en jeu. Et, beaucoup plus important encore, non seulement ils sont plus grands et plus lourds, mais aussi la force du haut de leur corps devient beaucoup plus élevée. Cela implique pour le combat une réelle différence. Et particulièrement parce que les humains donnent des coups de poing. Nous ne sommes pas les seuls à donner des coups de poing, il y a aussi d'autres animaux qui le font, les kangourous par exemple. Mais donc, nous avons en quelque sorte des massues à l'extrémité de nos bras, et c'est ainsi que nous nous battons. Bien, alors, paradoxalement, si l'on examine les statistiques relatives aux altercations physiques pendant le mariage, on s'aperçoit que les femmes attaquent plus souvent leurs maris que les maris attaquent leurs femmes. Mais l'explication est que, en raison de la différence de taille et de force, et parce que les femmes ne frappent pas en général avec un objet ou quelque chose de pointu, la probabilité qu'elles causent des dommages sérieux à l'homme est assez faible. Mais, à l'inverse, si l'homme frappe la femme, elle est vraiment blessée. Donc, la raison pour laquelle les femmes peuvent être plus agressives physiquement de façon mineure dans une relation est que tout le monde sait, la femme et le mari également, que les conséquences de l'agression physique sont beaucoup plus limitées. Bien, il y a donc une différence de taille et de force qui est importante. Alors, la prochaine chose que nous supposons est que la raison pour laquelle les femmes sont plus sensibles aux émotions négatives est que le monde est en fait plus dangereux pour les femmes. Cela serait la raison la plus logique pour laquelle il y aurait cette différence de neuroticisme entre les deux sexes, d'anxiété, de stress, de dépression et de peur. Alors, dans les dangers, il y a d'abord le danger d'altercation physique, mais il y a aussi le danger sexuel. Les femmes deviennent sexuellement vulnérables à partir de la puberté. Le coût du sexe est beaucoup plus élevé pour les femmes que pour les hommes. En tout cas, il l'a été tout au long de notre histoire évolutive. Car si un homme a un rapport sexuel non désiré, il s'en va, il est peut-être persécuté ou poursuivi par l'État, mais si une femme a un rapport sexuel non désiré et qu'elle se retrouve enceinte, dans les sociétés traditionnelles et même dans les sociétés modernes, riches, c'est un gros problème. Alors, en fait, le système nerveux des femmes
n'est peut-être pas adapté aux femmes. Ce système nerveux des femmes est sûrement plus adapté à la dyade mère-enfant, c'est-à-dire cette relation exclusive, unique, qui s'installe entre une mère et son enfant avant même sa naissance. De plus, une femme n'est plus la même quand elle a un enfant. Elle est beaucoup plus vulnérable, et son enfant l'est aussi. Et elle doit s'en occuper, veut s'en occuper, particulièrement à moins de 9 mois. Ce sont généralement les femmes qui s'occupent le plus des enfants, notamment parce qu'elles peuvent allaiter. Considérons un instant ce qu'il faut être capable de faire pour s'occuper d'un nourrisson. Ils sont si exigeants, parce qu'ils sont si fragiles. Ils exigent de l'attention 24 heures sur 24. Cela représente une charge émotionnelle considérable. De plus, un nourrisson de 9 mois n'a jamais tort. On doit toujours lui répondre avec attention quand il est en détresse. Et rien n'est de sa faute. Il est entouré d'un monde extraordinairement dangereux, menaçant. Et, naturellement, par psychologie évolutionnaire, la femme répond à ses besoins, indépendamment de ce qu'elle veut. C'est pour cette raison qu'elle est particulièrement sensible aux menaces qui émergent dans l'environnement. On peut donc penser que le prix que les femmes payent pour cette capacité à avoir une relation intime avec les nourrissons est que leur système nerveux est câblé de manière à ce qu'elles puissent jouer ce rôle de manière optimale. Mais l'inconvénient est qu'un tel tempérament ne fonctionne pas très bien lorsqu'on a affaire à d'autres types d'environnements. Par exemple, celui d'un environnement ultra compétitif entre hommes dans certains contextes professionnels. Un autre trait de personnalité intéressant à analyser est que les femmes sont aussi légèrement plus complaisantes que les hommes, c'est-à-dire plus agréables et polies, à l'opposé des hommes qui ont l'esprit plus égoïste, plus dur, inflexible. Dans les extrémités de la courbe de distribution, les hommes les plus durs ne font rien de ce qu'ils ne veulent pas faire. Et ce n'est pas exactement qu'ils sont plus agressifs, bien qu'ils vous pousseront de leur chemin si vous les gênez, mais ils ne sont pas aussi volatiles comme peut l'être quelqu'un qui a un niveau élevé en neuroticisme. Donc ils n'ont pas cette agressivité défensive, mais ils ont une agressivité plutôt prédatrice. Ils ont un comportement de domination et, pour les plus désagréables d'entre eux, ils considèrent que le monde est un endroit où ils peuvent rivaliser et gagner. Les hommes de cette trempe, les plus durs et impolis, bien que raisonnables en compassion, sont extraordinairement directs, capables de n'importe quoi, même de choses considérées comme horribles par d'autres. Par exemple, capables d'aller dans des entreprises pour nettoyer le personnel, licencier les employés considérés comme inutiles ou peu productifs, sans la moindre émotion négative. Alors que, pour la grande majorité d'entre nous, nous détestons cela, étant complaisants